Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% littérature initiée par la chaîne éducative du Mali. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'émission La Cadence des Lettres, c'est dans la salle médiathèque de la Bibliothèque nationale de Bamako. Et le rendez-vous, c'est autour d'un livre, un essai intitulé Mansala, le Mali d'après-crise. C'est publié en 2020 à l'édition La Sahélienne. L'auteur de ce livre est un cadre supérieur, notamment une icône du secteur privé malien. Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de M. Moussa Bala Diarra. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Ba. Donc, avant de vous donner la parole, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Qui est Moussa Bala Diarra? Merci, M. Ba, de nous donner l'opportunité de réaliser cette émission en direction du public malien et surtout de la jeunesse malienne, parce que le livre a été écrit donc à destination de la jeunesse malienne. Je suis Moussa Bala Diarra, alors un septuagénaire natif de Ségou et de formation ingénieur des sciences appliquées à l'école d'ingénieurs de Bamako. Et ensuite, qui est directement allé dans le secteur privé, bon, sans jamais connaître l'administration malienne, mais qui fut député à partir d'un certain moment de son parcours. Voilà, donc, ingénieur des sciences appliquées, opérateur économique, ancien membre de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce, ancien membre de l'Assemblée nationale, ancien membre du Conseil économique, social et culturel. Et voilà, il y a beaucoup d'associations également dont je suis fondateur et président, ou même simplement membre. Voilà, donc une vie associative assez remplie. Aussi ancien sportif de haut niveau du Mali, dans presque toutes les disciplines. Ancien champion national de 400 mètres plat, ancien international de basketball du Mali, voilà, et ancien gardien de but de l'école d'ingénieurs de Bamako. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant, M. Ba, concernant ma Avec un cursus aussi riche que ça, qu'est-ce qui vous a galvanisé vers la littérature? Parce que nous nous sommes rendus compte que vous êtes à votre troisième publication. Le premier, c'était en 2006, avec être député en Afrique. Donc après, il y a eu Mansala en 2020, et c'est venu au moment où le Mali sombrait dans la crise. Donc votre dernière parution, Les Arnaqueurs sont en ville. Ça a paru l'année dernière, en 2021. Donc c'est Mansala qui fait l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi Mansala? Mansala, ça veut dire quoi? Merci encore une fois, M. Ba. D'abord, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est tout simplement le sens du partage. Dans ma vie, j'ai essayé à chaque fois que je vis une bonne expérience, une belle expérience, ou en tout cas que je sens que quelque chose peut profiter à mes prochains, j'essaie de partager ça. C'est ce qui m'a amené à écrire. Sinon, état de formation scientifique, je ne suis pas dédié automatiquement à la littérature, mais c'est le sens du partage. Le premier livre, Être député en Afrique, c'était à ma sortie de mon mandat de député, et c'était pour partager avec les Maliens l'expérience que j'ai vécue. Comment faire une campagne présidentielle de député, comment faire comment comprendre le rôle du député, etc., etc. Aussi bien pour les futurs candidats que pour la population elle-même, qui souvent ne sait même pas ce que c'est que le rôle du député. Ensuite, Mansala, pour également partager alors mes réflexions sur le Mali en crise. Alors, j'ai parlé dans la première partie, c'est là où je rentre la présentation de Mansala. Dans la première partie, des causes profondes qui ont pu amener le Mali dans cette situation désastreuse. Vraiment, une situation vraiment désastreuse. Il a fallu le terme Mansala pour au moins se... J'arrive, M. Ba. C'est juste pour dire que tout Malien, tout citoyen malien, tout cadre malien, je sais que c'est valable pour tout le monde, a pour souci vraiment de contribuer à la recherche de solutions pour le Mali. Donc c'est en faisant cette réflexion que j'ai voulu partager ce que j'ai pensé avec tout le monde pour éventuellement l'améliorer et même l'appliquer. Bon, c'est pourquoi Mansala, je l'ai imaginé en 3 parties.
la description de tout le fléau que nous avons vécu pendant les 50 dernières années, les 50 dernières années, tout ce qui a pu constituer un frein à l'émancipation, au développement du Mali. Je vais revenir sur cette question. Donc, étymologiquement, ça veut dire que tous les citoyens maliens, que vous soyez de n'importe quelle nation, vous êtes issus vraiment d'une famille royale. Ok. Non, le mot Mansala se définit comme que j'ai composé, qui est composé de deux mots. Le mot Mansa et le mot La. Le mot Mansa, tout le monde sait, c'est un souverain, un roi, un empereur, quelqu'un qui a régné. Oui. C'est ça qu'on appelle les Mansa. Et la maréchale du Mali en a eu beaucoup. Presque tous les Maliens d'aujourd'hui ont eu des ancêtres Mansa. Vous prenez les Traoré, il y a eu donc Chicheba Traoré, Babemba Traoré, Tiramaran Traoré, etc. Vous prenez les Koulibaly, il y a eu Biton Koulibaly, les Keïta, on n'en parle pas, on a eu Kankou Moussa, Keïta, on a eu Sundiata Keïta, et on a eu beaucoup de Mansa. Le Cissé, c'est le Ouaradou, c'est, comment on appelle ça, le la qui a Alors, le mot Mansa, donc, c'est pour signifier que nous sommes dans un pays de Mansa. Et le la, dans ma langue maternelle, le Bambara, le la signifie la demeure. Exactement. La résidence. Donc, Mansala, c'est la demeure des rois, la résidence des rois. Merci. Donc, le Mali peut se définir par ce vocable-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, vers la fin du livre, je propose qu'on adopte Mansala pour le nom du Mali. Exactement. Vraiment, merci. Donc, vous venez de parler vraiment de un peu l'intérêt du livre. C'est un livre qui est réparti en 3 grandes parties, en commençant d'abord par la première partie qui est Miroir, le second, le bain purificateur, le troisième, le plan Sundiata. Donc, nous allons revenir sur la première partie qui est le Miroir. Et là, il y a, comment dirais-je, le choc de la mondialisation qui est évoqué en plus de la perte de nos valeurs ancestrales. Et il y a une question qui me vient. Le choc de la mondialisation est-il à l'origine de la perte de nos valeurs ancestrales? Je dirais oui, mais en un second temps. En un second temps, pourquoi? Parce que la perte de nos valeurs est d'abord due, selon mes analyses, ça ne vient que de moi, donc la perte disons, de la suppression de nos chefferies traditionnelles et coutumières. Alors qu'ils étaient les gardiennes, en quelque sorte, de ces valeurs-là, qui se sont transmises de génération en génération depuis, comment on appelle ça, les empires, jusqu'au royaume, jusqu'au nouvel État indépendant du Mali. Ces valeurs-là étaient gardées et transmises et gardées par les autorités coutumières. Les chefs coutumiers, les chefs traditionnels étaient vraiment les gardiens de ça. C'est notre tradition, c'est notre culture, c'est notre essence même qui était dans ça, telle que la dignité, l'honneur, le patriotisme, le respect de la chose publique. C'était des valeurs intouchables. Et tout cela s'est volatilisé sous le choc de la mondialisation. Voilà. Donc, avant même la mondialisation, au niveau de chez nous, cette suppression des chefferies et des machins traditionnels a fait que ces valeurs-là ont été laissées à elles-mêmes. Et que lorsque la mondialisation est venue, là où je parle de la choc de la mondialisation, la rencontre des deux cultures, une culture européenne, ou en tout cas étrangère, et la culture malienne, la culture africaine traditionnelle, il y avait des choses antinomiques. Donc il fallait laisser, on a dû laisser, jusqu'à présent c'est le cas, nos propres cultures pour des cultures venues d'ailleurs. Ce choc-là a fait effectivement perdre davantage nos valeurs. On a été attiré vers d'autres valeurs qu'aujourd'hui, voilà, donc le Malien a perdu ses repères. Donc, la perte ou la fermeture ou la suppression des chefferies. 2, le choc de la mondialisation. Voici 2 facteurs qui ont contribué à la perte de nos valeurs.
et nos valeurs essentielles sur lesquelles était basée toute notre culture, sur lesquelles était basé le développement radieux qu'a connu nos empires, nos royaumes. Donc, selon toujours dans le miroir, toujours dans le miroir, votre livre Mansala, dans le miroir, il y a le point de départ du pillage du denier public qui est évoqué. Je peux dire que ça, c'est une suite logique de ce choc dont vous venez d'évoquer. Et vous le situez à partir de la chute du président Modibo Keïta. Donc, en quoi cela peut être au moins justifiable? D'abord, ce mot miroir que j'ai utilisé pour dépeindre, pour qualifier la première partie, tout le monde sait que le miroir, c'est l'objet dans lequel on se mire, on se regarde pour connaître ses défauts, pour savoir si on est bien rangé, on est bien peigné ou pas. Donc le miroir, c'est pour dire aux Maliens, regardons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons essayé? Eh bien, dans le miroir, je démontre que ces valeurs perdues-là se sont traduites par la mauvaise gouvernance, par toutes les mauvaises pratiques que nos valeurs anciennes interdisaient, mais qu'on s'est permis. Donc, j'ai analysé à partir de quand on a pu perdre ça, à partir de quand et pourquoi. Alors, j'ai trouvé que jusqu'à, en tout cas, à la fin de la Première République du Mali, on ne constatait pas trop cela. L'atteinte aux deniers publics, comment on appelle ça, les dérives de tout le monde, les situations mafieuses, on n'était pas trop dans ça encore. Donc c'est à partir de la fin du régime de la Première République, on a constaté le régime qui est venu, un régime militaire, oui, a pu porter atteinte pour la première fois aux deniers publics. Au point, ça a été constaté par quoi? Par, comment on appelle ça, le mauvais exemple donné par certains dirigeants de ce régime. Et on a vu, les Maliens ont été surpris de voir, je donne des exemples, je ne cite pas de nom, un jour, château de la Sécheresse, village de la Sécheresse, million qui a construit là. Mais tout le monde savait que personne n'avait le million pour construire la Sans oublier le cas du train aussi, du train voyageur. Les wagons étaient valables. Oui, non, ça c'est bien après. Beaucoup de jeunes gens n'ont pas eu la chance vraiment de voir le train qui à Bamako. Monsieur Ba, oui. Je parle du début de la chose. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Par la suite, je vais arriver. C'est lorsque il y a eu ça, au moment où personne n'osait toucher aux deniers publics, on a vu de mauvais dirigeants toucher aux deniers publics et de façon impunément. Donc, ils n'ont pas été punis. Ils sont là à narguer tout le monde, à montrer, à exhiber ces richesses volées. Et ainsi, la population, petit à petit, ayant vu que celui-là a mangé, moi aussi je mange, eh bien, ça s'est répandu. Un autre a pris, puis ça s'est généralisé. Les détournements se sont multipliés. L'enrichissement illicite a pris corps. Le tangini, comme on dit, le djenikangini, tout ça, ce sont les termes qu'on a connus. Donc, petit à petit, la société malienne a été envahie par les mauvaises pratiques. On ne respecte plus rien. Tant qu'on ne respecte pas le denier public, parce que les valeurs ont été perdues. Ces valeurs-là qui nous étaient enseignées dans nos familles d'abord, puis à l'école, l'éducation civique et morale, puisqu'on ne les enseignait plus, puisque d'autres ont touché et n'ont pas été punis. Eh bien, tout le monde s'est mis à le faire et ça s'est généralisé. Et quand ça s'est généralisé, donc sur les 50 dernières années, ça n'a pris que l'ascenseur, de régime en régime, de régime en régime, jusqu'à plonger le Mali dans la mauvaise gouvernance, parce que la mauvaise gouvernance, c'est aussi bien la mauvaise gouvernance financière que la mauvaise gouvernance politique, les mauvais choix politiques. Alors, donc, le patriotisme a disparu dans le cœur des gens. En détournant un bien public, l'individu qui le fait, il ne pense pas, par exemple, à son côté, connais-toi toi-même, qui est le Yéredon. Il ne pense plus à l'honneur et la dignité qu'il a apprise dans sa famille. Et une fois qu'on l'a fait une fois, eh bien, on le répète allègrement toutes les fois. Et malheureusement, la société civile, pour moi, qui devait s'opposer à cela, qui devait être comment on appelle ça, assurer la veille citoyenne pour empêcher les gouvernants dans leurs dérives,
et s'est laissé entraîner aussi dans cette dérive. Et voilà notre Mali, notre beau Mali, notre grand Mali, qui avait tous les honneurs dans le monde entier des années d'indépendance, où le citoyen malien était recherché partout à l'extérieur comme le travailleur exemplaire, comme le bon travailleur, honnête, travailleur et patriote. Eh bien, aujourd'hui, il est chassé, refoulé, traité en esclave dans ces mêmes pays à l'extérieur. Pourquoi? La différence entre le citoyen vers lequel on courait et le citoyen donc tout cela était insinué par la corruption. Par la corruption, et tout cela. Il y a une chaîne qui était là. Okay, donc voilà un peu ce que je peux dire, ce que mon analyse a trouvé. Cela a été au moins favorable à la crise auquel nous nous retrouvons aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est ce qui est même évoqué, comment dirais-je, dans le livre, à travers les crises successives qui se sont soulevées avant la chute du même régime militaire. Et surtout, il y a eu l'accord du 6 janvier 1991 à Tamanrasset. Il y a les articles 4, 5, 6 et 7 que vous évoquez, que je vais lire pour nos téléspectateurs. Là, vous écrivez: cet accord de 6 janvier 1991 disait en son article 4 « Les forces armées maliennes ne mèneront aucune activité susceptible de donner lieu à des accrochages avec les combattants. Elles procéderont à un allègement progressif de leur dispositif dans les 6e et 7e régions. » Ça, c'était dans l'article 4. Et l'article 5, puis pour l'article 5, dans le cadre du présent accord, les forces armées maliennes se désengageront de la gestion de l'administration civile et procéderont à la suppression de certains postes militaires. En ce qui concerne les villes, chefs-lieux de région et de cercle, les casernes seront progressivement transférées vers d'autres sites plus appropriés. Et l'article 6 aussi, on dit, lui précise que les forces armées éviteront les zones de pâturage et les zones à forte concentration de population dans les 6e et 7e régions. Quant à l'article 7, il dit « Les forces armées maliennes se confineront à leur rôle de défense de l'intégrité territoriale dans les frontières. » Donc, avec tout ça, ce fléau dont vous évoquez, n'a-t-elle pas été au moins laissé par les régimes qui se sont succédés? Parce que les articles comme ça, bon, peut-être les autres régimes pouvaient essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait. Peut-être une proposition ou bien améliorer la situation davantage. Bon, tel n'a pas été le cas. Et l'ambiguïté aussi de la politique française, quand la crise a éclaté, cette ambiguïté aussi a même contribué en 2013 à sanctuariser la région de Kidal. Là, vous évoquez aussi dans le document. Est-ce que la rupture extérieure avec la politique française peut favoriser, ou bien je reprends ma phrase, est-ce que la rupture extérieure peut favoriser l'unité dans la diversité que nous prenons aujourd'hui? Bien, M. Ba, merci encore une fois. Ça prouve que vous avez bien lu mon livre. Je vous en remercie. Merci. Beaucoup de sujets sont évoqués ici. D'abord, le problème du Nord, la démilitarisation du Nord. Voici le problème essentiel pour moi, qui est à l'origine des difficultés du Mali. Cet accord du 6 janvier 1991, lorsqu'il a été signé, il a prôné, il a exigé, il a même surveillé la mise en œuvre de la démilitarisation du Mali. Comment voulez-vous quel est le pays qui pourrait accepter d'enlever ces militaires, les militaires qui sont là pour la défense de la patrie, qui sont là pour la défense de nos frontières, les enlever dans une partie où il n'y a même pas assez suffisamment. Vu les moyens de l'État, comment on appelle ça, les moyens militaires de au nord n'étaient même pas suffisamment, étaient à renforcer plutôt. Mais dans cet accord-là, on a demandé à ce qu'on démilitarise le nord. Et ça a été suivi, c'était dit dans la conclusion qu'il fallait effectivement le faire. Et lorsque ça a été fait, mais écoutez, lorsqu'il n'y a pas de gardien, tout le monde prend assaut. Le Mali est devenu un no man's land, le Nord est devenu un no man's land, vers lequel trafic de tous les genres
de cigarettes, de marchandises prohibées, d'otages et de drogue, jusqu'à avoir des avions cargo, des Boeing déchargés, la cocaïne est partie. Le nord du Mali est de... Donc un pays ainsi abandonné à lui-même a été fragilisé, a permis à l'influence extérieure de s'installer, y compris les séparatistes, de développer toutes leurs activités. Voilà un peu pour moi, encore une fois, l'origine de la crise actuelle. À partir de l'accord du 6 janvier, 91 à Tamanrasset. Alors, juste après, il y a eu effectivement la chute en mars 91 du régime qu'il a signé. Bon, la transition qui est venue a dû l'accepter pour ne pas multiplier les problèmes, parce que c'était une transition. Mais les régimes successifs auraient dû régler ça. Mais malheureusement, encore une fois, lorsque la mauvaise gouvernance qui comprend les mauvais choix politiques se mêle à la chose, c'est pourquoi j'ai appelé le mauvais choix politique. C'est un mauvais choix politique. Et le fait de l'enterrer aussi, bon, c'était des mauvais choix politiques. Bref, le pays a été mal gouverné. Le pays a été mal gouverné et dans tout ça, on ne peut pas négliger le rôle de l'influence extérieure. L'influence extérieure qui, depuis avant notre indépendance, a déjà tissé sa toile pour venir de bonne guerre pour eux, chercher ses intérêts chez nous. Et c'était à nous, dirigeants aussi, de bonne guerre, de résister à ça, de dire non, on ne peut pas faire ça chez moi. Mais les institutions de Bretton Woods que vous avez évoquées, bon, là aussi est plus qu'un frein, parce que vous écrivez que ça a lié en sorte le main de nos dirigeants pour au moins se mettre à genoux à nouveau, comment dirais-je, les pays comme le Mali. Quand je parle d'influence extérieure, il s'agit de tout cela. Il s'agit précisément des institutions internationales, aussi bien que certains pays étrangers. Avec le programme de l'ajustement structurel. Oui, tout ça, c'est le programme de l'ajustement structurel qui a toujours comment on appelle, plombé le développement du Mali, qui a organisé le démantèlement de nos industries sous des prétextes, bon, peut-être vrai, qu'il y a une mauvaise gouvernance. Mais ils choisissaient le problème de la mauvaise gouvernance pour dire non, ça ne marche pas. Et au lieu du plan de Lagos à l'époque que les Africains avaient présenté pour le développement de l'Afrique, ils ont éclairci le plan de Lagos et ils ont imposé l'ajustement structurel. L'ajustement structurel dans lequel, bon, c'est FMI et la Banque mondiale qui prennent de l'argent, une aide budgétaire, qui jusqu'à présent est attendue. Et oui. Et à cause de ça, ils ont le droit de regard sur toute notre comptabilité, sur toute notre gestion financière. Et c'est au titre de ça, de ce contrôle, qu'ils ont ordonné beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens du développement du pays. Ils ont été donc un frein, je l'ai dit, au développement du pays. Et aujourd'hui, dans les solutions que je propose, il y a lieu de réviser. Nous allons en venir tout de suite. Chers téléspectateurs, comprenez que nous sommes dans la salle médiathèque de la Bibliothèque nationale de Bamako, en compagnie de l'émission La Cadence des Lettres, donc toujours dans Mansala. Mansala, un chef-d'œuvre de l'écrivain, ou bien de l'homme politique en même temps, écrivain aussi, honorable Moussa Baladjara. Et nous sommes protégés par Amadou Bekaï Sidibé. Nous sommes en compagnie vraiment de la Bibliothèque nationale. Venez lire dans la Bibliothèque nationale. Donc avant de continuer, je vous rappelle que le livre Mansala a 480 pages, est composé de 180 pages et réparti en 3 grandes parties. Donc nous allons essayer de rentrer maintenant dans la deuxième partie qui est titrée par un bain purificateur. Ce bain purificateur, monsieur Diarra, le bain purificateur dont vous évoquez dans votre livre, il s'agit là de conscientiser en quelque sorte les citoyens, les conscientiser. Et qu'est-ce que sont les grandes lignes que vous dégagez, voilà, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas lu le livre? Oui. Merci encore une fois, M. Ba. Bon, toujours par métaphore, lorsque j'ai dépeint dans la première partie qui était longue, tout ce mauvais caractère dont les Maliens se sont chargés, dont le citoyen malien s'est chargé, toutes ces dérives dont nos gouvernements ont fait preuve,
cette administration mafieuse, il faut dire la vérité, qui a entraîné le pays dans le gouffre d'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était tous des caractères sales. Et donc, il faut prendre un bain. Dans la deuxième partie, il faut prendre un bain qui nous purifie. Un bain qui enlève tous ces sales caractères pour qu'on puisse épouser les beaux caractères qu'on avait avant. La dignité, l'honneur, le patriotisme surtout, l'engagement, le don de soi pour bâtir la nation. Là, automatiquement, il y a une question qui me vient en tête. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Ça, c'est de savoir comment conscientiser une population traumatisée par la démagogie de ce mafia dont vous venez d'évoquer. C'est pourquoi je me suis permis de faire une description très, très au vitriol. Exactement. Au vitriol. Oui. Pour que les malins se disent, tiens, nous avons fait ça, nous. Et puis que ça puisse créer un sursaut d'honneur chez eux, pour se remettre en cause et se dire vraiment il faut qu'on arrête ça. Il ne faut plus qu'on détourne l'argent public, parce que dans nos sociétés anciennes, dans certains villages, ça existe encore. Celui qui est le gardien du trésor public, mais s'il sait que demain, il y a un contrôle dans la caisse, il y a une réunion, et que lui, il a bouffé là-dedans, il disparaît. Il va se donner la mort. Il se condamne lui-même. Ça existait chez nous et ça existe encore un peu dans certaines localités. Et bien, c'est ça qui a été perdu dans l'administration malienne. Et bien, ces valeurs-là, dans la deuxième partie, c'est ce que je souhaite qu'on récupère, dont on se réapproprie, pour que l'honneur, la dignité, la probité morale et intellectuelle, le travail bien fait, pas le travail seulement, mais le travail bien fait, le patriotisme, qu'on mette l'intérêt supérieur au-dessus de tout et qu'on respecte la chose publique. D'ailleurs, dans notre langue, en Bambara, ça existe aussi un peu de partout. Fadinto, ça a tout son sens. Donc, aussi bien ça s'adresse au bien d'autrui qu'au bien public. Exactement. L'homme ne doit pas manger ça. Et c'est pourquoi, deuxième partie, se réapproprier ces valeurs-là en prenant un bon purificateur qui nous purifie. Donc, le sursaut d'honneur, avec le mental, la force du mental, je décris la force du mental du cerveau de l'homme comme capable de réaliser tous les changements possibles. Il faut qu'on ait la volonté, qu'on ait le désir de changer, et on peut changer. C'est ce que j'ai dit dans mon plan. Et surtout que dans la partie, vous avez beaucoup appuyé sur le chômage de la jeunesse. Oui. Les jeunes gens qui passent toute l'année scolaire, qui passent toute une année autour du thé, bardés de diplômes. Oui. Ils disent que ils n'ont pas eu de boulot, donc il fallait prendre du thé en attendant une chance. Vous les invitez. Au passage, vous les invitez. Comme je vous l'ai dit, j'ai dépeint tous les mots de la société. La presque totalité. J'avais dépeint tellement que mon livre en a été même surchargé. Au point que mes lecteurs, ceux qui ont lu le livre avant son édition, m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai supprimé 100 pages. Le livre, c'était tellement noir. Oui. Parce que si on dit tout ce qui ne va pas au Mali, mais ça ne devient pas vivable. Ok, donc donc c'est pour dire que effectivement, nous nous sommes fait du mal. C'est tout ça que je veux piquer le cœur des Maliens, piquer leur amour propre pour qu'ils se disent « Ah mais tiens, il faut qu'on change ». Et je donne des exemples. Voilà, je vais revenir sur les parties là tout de suite, surtout les exemples que vous dégagez. Mais il y a, dans la troisième partie, par exemple après la deuxième partie, avant de terminer avec la deuxième partie, il y a une partie que vous soulevez d'abord. Ça, c'est le fait que les pratiques occultes africaines peuvent... Est-ce qu'en réalité, selon vous, en tant qu'Mbamana de Ségou, les pratiques occultes dont vous évoquez dans le livre, qui est peut-être selon vous la base même de la déchéance de certaines entreprises, ou de la défense de certaines entreprises, notamment les espoirs avortés de ces jeunes gens, ceux qui au début sont brillants, et par fini, verront leur carrière brisée sous l'effet magique ou bien de quelque chose. Donc vous êtes un Mbamana de Ségou, donc vous pouvez éclaircir la partie là pour nos chers téléspectateurs. Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un inventaire le plus exhaustif possible de tout ce qui a mis notre pays en retard. J'ai parlé de notre mauvaise gouvernance par la perte de nos valeurs ancestrales. C'est ce que j'appelle les facteurs endogènes, ce qui vient de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes responsables, nous sommes nous-mêmes coupables, quelque part, de notre déchéance.
J'ai parlé également de l'influence extérieure que j'ai qualifiée partout, qui est partie du capitalisme, qui a donné naissance à l'impérialisme qui a ses règles, comment on appelle ça, sans pitié, qui est un rouleau compresseur qui vient partout dans le monde pour enlever les ressources, pour piller les ressources stratégiques et s'enrichir sur le dos de ces pays-là. Donc il y a ces influences. Alors, à l'intérieur de la société africaine, il y a un détail précis. Ce sont le poids de nos traditions. C'est ce que vous avez touché tout à l'heure. Nos traditions ont un poids. Effectivement, ce sont nos valeurs ou nos anti-valeurs. Nos anti-valeurs. Et ce poids-là est souvent constitue une pesanteur sur notre développement. Ces poids, j'ai pris l'exemple de familles où la jalousie, les haines et les rivalités existent trop fort. Dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de communautés chez nous, les haines et les rivalités sont de nature à empêcher le développement, sont de nature à casser tout élan émulateur de bien travailler. On a connu les effets de nos j'allais dire, de nos, comment on appelle ça, de nos pratiques. Les pratiques occultes. Nos pratiques occultes qui, dans la science du chenou, peut avoir des effets destructeurs, des effets de magie. Il faut dire comme les choses comme elles sont. Effectivement, il y a des effets de magie dans tout ce que peut faire les pratiques occultes du chenou. Il y en a plusieurs. Toutes les sociétés, toutes les communautés connaissent leur science occulte dans ce domaine-là. Donc, j'ai essayé de ne pas oublier ça aussi. Et qu'on essaie de voir comment solutionner ça également. Comment modérer ça, comment tempérer ça, comment résoudre également le problème. Parce que quand on résout le problème d'un côté, on n'a pas résolu entièrement le problème. C'est difficile, c'est très difficile, voire même, je ne dirais pas impossible, mais attirer les attentions sur ça. La protection existe en tout. Et également, je donne l'exemple de simples traditions qui sont démotivantes. Je prends l'exemple, dans les familles anciennes, dès que le grand frère réussit, ah oui, le papa dit non, il a dit oui. Et aux autres, ils disent, suivez le grand frère. Et si le grand frère vraiment est prospère, il a la charge, il a l'obligation de prendre en charge ses petits frères. Et dès lors que tu prends quelque chose en charge, il ne travaille plus. Il ne travaille pas. On lui a dit, suivez-le. Alors ça, là, la solidarité familiale existe, mais l'encouragement de trop jusqu'à ce niveau, ça démotive, ça enlève toute émulation des plus jeunes vers le travail. Et si jamais, que Dieu vous en garde, le grand frère meurt vite, eh bien, ces gens-là ne savent rien faire parce qu'ils ne rien appris. Ce sont des fléaux dans nos sociétés. Bon, j'ai essayé un peu de toucher à tout ça pour dire partout où se trouvent nos problèmes. Aussi bien qu'on règle avec l'extérieur, aussi bien qu'on règle avec les dirigeants, mais aussi qu'on règle dans notre société. Voilà. Exactement. Merci et merci beaucoup. Donc Mansala, c'est un livre écrit dans un style très fin et très facile à lire. C'est un livre, Mansala, que nous sommes en train d'en parler. C'est un livre écrit dans un style très fin et facile à lire aussi. Donc nous allons entamer la troisième, qui est la dernière partie du livre. Et cette troisième, on commence avec le plan Sundiata. C'est le titre plan Sundiata que vous avez donné. Et il y a la promotion du régime parlementaire qui est là. Donc il y a une question qui nous vient automatiquement. Est-ce que le régime parlementaire peut freiner l'hémorragie du népotisme auquel notre pays a été confronté depuis les 20 dernières années? Merci encore une fois, M. Barr. La troisième partie du livre qui parle de tout ce qui peut rendre le Mali prospère à nouveau évoque d'abord les grands changements qu'il faut avoir. Changement au niveau des citoyens, on l'a dit, se réapproprier les valeurs perdues.
changement au niveau de la gouvernance, donc en appliquant la gestion axée sur les résultats du développement, la GRD, qui est un concept qui, lorsqu'il est appliqué partout, assure le succès, assure le développement. Donc ensuite, le changement de politique. Jusque-là, nous avons eu un système politique qui est le régime semi-présidentiel, alors qui a montré ses limites aujourd'hui, parce que toutes les dérives qu'on a connues, toute cette mauvaise gouvernance, toute cette administration mafieuse sont dues au fait, d'après mon analyse encore une fois, que le régime politique le permet. Parce que ce régime politique-là, semi-présidentiel, donne extrêmement de pouvoir au président de la République. Et il en abuse. C'est pourquoi on connaît des présidents qui ont fait 2 mandats, 3 mandats, qui ont voulu avoir le 3e, 4e mandat. Donc, qui ont fait régner toute une famille, tout un clan, ou tout un parti politique au détriment de la nation. Donc, comment on appelle ça? La 3e partie, qui est donc... oui, c'est bon? On continue, oui. Oui. Donc, cette 3e partie, qui est le changement de régime, je propose à la place de ce régime présidentiel, le régime parlementaire. Un régime parlementaire qui est appliqué dans beaucoup de parties du monde aujourd'hui. Surtout en Afrique du Sud. Et qui a donné de très bons résultats. Alors, où il y a une seule élection présidentielle, une sélection d'abord, c'est l'élection des députés. Il n'y a plus d'élection présidentielle. Donc, on gagne déjà tous les milliards qu'on engloutit dans les élections présidentielles et qui peut servir à financer des produits de développement pour les jeunes, etc. etc. Et après l'élection des députés, le président de la République est choisi par les députés, parmi eux-mêmes ou dans la société malienne, de l'intérieur comme de la diaspora, avec une haute personnalité, une très forte personnalité, connue pour son patriotisme, connue pour ses compétences, connu pour ses valeurs et qui peut être un bon président de la République. Et en ce moment, ce président de la République, il est juste là, à titre, j'allais dire, représentatif. Il règne, mais il ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui règne. Qui gouverne, pardon, qui gouverne, qui dirige tout. C'est vraiment le Premier ministre de plein pouvoir dans le cadre du régime parlementaire que je propose. Et j'estime que, élu par le peuple, parce que c'est le peuple qui élit les députés, le peuple a le contrôle de tout ça. Parce qu'autant il contrôle les députés, autant il contrôle le président de la République. Donc, cela même est matérialisé par une deuxième proposition qui fait suite à la proposition du régime parlementaire. Ça, c'est les 2 sigles qui ont surgi après, CSS, Congrès des sociétés savantes, et en même temps GDR, qui est GRD, qui est la gestion axée sur les résultats de développement. Et dans ce point-là, la plus frappante était de savoir que vous avez fait une étude comparative entre l'industrialisation en Lesotho, voilà, le pays Lesotho, et la culture du coton au Mali. Comment se fait-il qu'il y a un pays qui est reconnu sur le plan international, voilà, de la production de coton, s'arrange derrière Lesotho par la façon vraiment de gérance. Donc vous avez fait une étude comparative. Dans cette question, il y a beaucoup de concepts, encore une fois, je vais les détailler. Le congrès des sociétés savantes, ce que je définis comme les sociétés savantes, c'est qu'il s'agit de réunir tous ceux qui savent quelque chose au Mali. Les plus hauts scientifiques de la science moderne, jusqu'aux chasseurs du village. Les chasseurs aussi savent quelque chose, ils connaissent. Toutes les organisations où il y a un savoir qui est développé, c'est ce que j'appelle créer le congrès des sociétés savantes pour s'asseoir et réfléchir au niveau national et dégager vraiment une piste de solution, surtout dans le cadre de mon 3e changement que je suggérais, le changement de modèle de développement. De développement, oui. Il faut que le Mali adopte un nouveau modèle de développement. Est-ce qu'on va continuer à développer sur le style occidental? Ou bien non, nous ne sommes pas des occidentaux, nous avons nos valeurs réalité propres, nous avons nos valeurs ancestrales, et faire, même dans le style de construction, dans le style de tout, de la vie, est-ce que ce qui correspond à nous
ou bien non, on laisse tomber tout ce qui était ancien d'abord, et on va vers l'Occident. Donc ce modèle de développement, ou bien il doit y avoir un mix entre les deux, prendre une partie de notre culture et prendre la culture occidentale parce que quelque part on est un peu trop ancré dans ça aujourd'hui. Voilà, ce congrès de sociétés savantes là doit définir ça pour la nouvelle nation malienne que j'appelle Massala. Donc ça, il y a ça d'abord, il faut définir. Ensuite, oui, le GRD, j'en ai parlé. La gestion axée sur les résultats. C'est un concept donc, administratif qui est connu, où partout, il y a une vision qu'on met en avant. La GRD, c'est ça, une vision que le chef a, que le président de la République a, par exemple, ou le Premier ministre, parce que c'est celui qui a le plein pouvoir. Et cette vision doit pouvoir être transformée en stratégie globale, nationale. Et cette stratégie globale, nationale, déclinée en politique sectorielle. Et ces politiques sectorielles-là, déclinées elles aussi en programmes. Et les programmes en projets. C'est ça l'ordre successif de la GRD et qui se fait aussi par la vision, encore une fois, la programmation, la planification, la budgétisation, l'exécution et le suivi-contrôle. Si on avait appliqué ce concept-là, rien ne peut échouer. Tout va réussir. Donc c'est ce nouveau modèle de développement que je propose aux Maliens. Ok, merci beaucoup vraiment pour cette belle intervention. Je vous rappelle que le temps nous est déjà réparti, on nous signale. Donc avant, il y a une dernière question qui est là que j'aimerais vous poser. Bref, il faut être bref. Ça concerne un peu l'éducation, comme on a survolé la jeunesse, mais dans le cursus scolaire malien, vous avez proposé l'adaptation d'un cours dans le cursus scolaire du fondamental de l'éducation des enfants. Donc cette proposition, je ne pense pas, tout ce qui est dans Mansala vraiment devait être entendu par les autorités en place aujourd'hui. Mais est-ce que cette proposition, croyez-vous en réalité que ça peut parvenir à destination? Oui, en parlant du développement futur du Mali, je n'ai pas oublié ce qui inquiète tout le monde aujourd'hui. Dans la constitution malienne actuelle, depuis 1960, il est écrit que le français est la langue officielle. Donc l'administration se fait en français, l'éducation se fait en français, les discours se font en français. Depuis 60 ans, quelque part, on a vu que ça a eu ses limites. Nos enfants qui vont à l'école apprennent le français d'abord, pour ensuite apprendre les sciences, les trucs. Alors que si on en enseignait directement dans notre langue nationale, dans nos langues nationales, et bien comme ça se fait dans beaucoup de monde, déjà même à 10 ans, un enfant peut faire le bac. Bon, c'est ainsi que j'ai cité la nécessité de retourner à nos langues nationales. Et Runko est un alphabet que Souleymane Kanté a créé, notre confrère malien et guinéen, et qui a montré quelque part ses preuves. Et que si on enseignait directement dans nos langues nationales, en écrivant avec l'alphabet Nko, l'alphabet n'est pas une langue. Nko n'est pas une langue, c'est un alphabet. C'est un alphabet qui permet de transcrire toutes les langues. Absolument. En Bambara, le Peul, le Tamaché, il peut écrire tout. Parce que la phonétique qui est dedans, c'est pourquoi je propose qu'on essaie d'aller vers ça. Et la langue nationale qu'on aura choisie comme langue nationale s'écrira en Nko. Les autres langues aussi pourront s'écrire en Nko. Et ça pourra faciliter l'éducation. Et les jeunes Maliens seront beaucoup plus savants avant même terme. Merci, monsieur. Parce que nous avons des génies parmi nous. Merci. Et voilà, et tout ça. Merci beaucoup, monsieur Diarra. L'émission tire vers sa fin. Donc, avant vraiment de boucler l'émission, vous allez donner le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que vraiment, j'estime que tout ce que je propose dans ce livre Mansala doit être pris en compte par les autorités actuelles, de la transition jusqu'aux futures autorités après les élections. Parce qu'il y a un changement profond de la société, de l'administration,
des institutions politiques de la République que je propose jusqu'au changement de nom, même si lui, on n'adopte pas, c'est le peuple malien qui décidera que le Mali s'appelle Mansala ou qu'on reste sur le Mali. En tout cas, mon souhait profond est que la jeunesse, parce que c'est la jeunesse que j'appelle à bâtir le nouveau Mali. Nous, les vieux, bon, on n'a plus qu'un petit temps à passer, du jour au lendemain, ça peut arriver, mais l'avenir de ce pays appartient aux jeunes et aux jeunes. Dès la première phrase du livre Mansala, j'ai écrit ce livre s'adresse, je le dédie à la jeunesse malienne. Merci beaucoup. C'est vous qui serez les futurs bâtisseurs du Mali nouveau dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc, apprenez là-dedans tous les changements que j'ai proposés, le changement surtout du régime politique. Si on a eu à abandonner ce régime semi-présidentiel où le président a tous les pouvoirs, non, il faut arrêter avec ça. Non, il faut arrêter avec ça. Et un régime où le Premier ministre qui dirige tout, le président de la République, bon, il reçoit les ambassadeurs, ils inaugurent les chrysanthèmes, comme on dit, ça suffit, largement. Et vraiment, vivement que les autorités de la transition et les nouvelles autorités à élire s'inspirent de Mansala pour bâtir le nouveau Mali, surtout dans le plan de développement Suneta que j'ai inspiré à partir du plan Marshall que les Américains et l'Occident ont conçu après la Deuxième Guerre mondiale pour rebâtir l'Europe détruite, complètement détruite. Aujourd'hui, le Mali est détruit. Et c'est le plan Marshall qui a permis de reconstruire l'Europe et l'Amérique jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'à ce que nous courons vers là-bas. Et bien, le plan Suneta, dans le même exemple que le plan Marshall, permettra de rebâtir le Mali et que le Mali puisse redevenir prospère, avec tout ce que nous avons comme potentiel. Et j'ai cité tous les potentiels que nous avons. Le potentiel de notre agriculture, le potentiel de notre énergie solaire et tout, les sables de gaz qui peuvent produire, tout ce que nous pouvons avoir, j'ai cité. Merci, voilà. M. Diarra. Ouais. Ceci me fait à notre émission évoquer le passé douloureux pour inspirer le présent et bâtir l'avenir avec succès. Ouais. Telle est la volonté de Mansala. Un essai publié chez l'Harmattan, chez la Sahelienne, vous m'excusez. Ouais, c'est la même chose. Chez la Sahelienne et l'Harmattan, c'est la même chose. Voilà. Nos chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, merci à vous qui nous suivez depuis dans vos salons, à M. Amadou Bekaï Sidibé, Dr Amadou Bekaï Sidibé, directeur de la Bibliothèque nationale de Bamako. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, j'ai une citation de Malcolm X étant en prison à Charleston pour vous. Je cite, sans l'éducation, on ne va nulle part dans ce monde. L'éducation est le passeport pour le futur, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Merci, on se donne rendez-vous sur la chaîne éducative du Mali. À bientôt. Bye, bye, bye. Au revoir.